Il était une fois un 23 janvier 1860. Journée peu relevée dans l'histoire, pourtant il s'agit là d'une véritable révolution. Élu en 1848 premier président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte n'avait pas en tête une philosophie économique précise. Pourtant, le fait d'avoir vécu en Angleterre pendant plusieurs années ne le laissa point insensible. Même si en campagne électorale, il écrit « Pouvoir d'un jour à l'autre être privé de pain, de sucre, de fer, c'est livrer sa destinée à un décret étranger. C'est une sorte de suicide anticipé. » L'agriculture et l'industrie étant les deux causes de vitalité, tandis que le commerce extérieur n'est que l'effet, un gouvernement sage ne doit jamais sacrifier les intérêts majeurs des premiers aux intérêts secondaires des derniers. Ainsi, le premier souci d'un pays ne doit pas être un bon marché de produits finis qui abaisse le coût du travail, mais la protection des industries qui épargnent le chômage. Arrivé au pouvoir dans une période instable et après avoir fait un coup d'État pour rester au pouvoir, Louis-Napoléon Bonaparte parta du principe qu'une réduction du coût de la vie éloignerait peut-être les couches populaires d'une tentation révolutionnaire. La Constitution du 14 janvier 1852 lui permit de conclure des traités commerciaux avec l'étranger, de pouvoir modifier les tarifs sans l'obligation de passer devant le Parlement. Décembre 1853, son gouvernement diminue les droits d'entrée du charbon et du fer dont la demande explose à cause de l'expansion des chemins de fer. Profitant de l'exposition universelle de 1855 pour montrer les réussites industrielles françaises, il y rencontre Lord Clarendon, chef du Foreign Office, à qui il déclara « Je sais que vous êtes un libre-échangiste, je suis heureux de vous annoncer que notre Conseil d'État achève l'élaboration d'un projet qui répondra à vos tendances. » Alors que le modèle de développement économique qui prévalait jusqu'alors était le modèle mercantiliste, considère Prince dont la puissance repose sur l'or et sa collecte par l'impôt, doit s'appuyer sur la classe des marchands et favoriser l'essor industriel et commercial de la nation, afin qu'un excédent permette l'entrée sur le territoire des métaux précieux. Ce modèle mercantiliste correspondait aux besoins d'une période où les grands féodaux cédèrent peu à peu la place aux États-nations. Pour subvenir aux besoins de l'État, un protectionnisme aux frontières se mit alors en place. En 1856, on assiste à la première tentative de Louis-Napoléon Bonaparte de briser ce protectionnisme en France, avec la volonté de remplacer l'interdiction d'entrer sur le territoire de textiles étrangers par des droits modérés. Pourtant, les premiers signes d'une crise économique, la mobilisation des manufacturiers, l'hostilité des conseillers d'État et députés le firent reculer. La relation franco-britannique depuis l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte fut chaleureuse et courtoise, jusqu'en 1859. Sorti alors victorieux de la guerre d'Italie face à l'Autriche, l'inauguration du port de Cherbourg, la mise en chantier d'une flotte de guerre cuirassée, la politique française au Danube et en Indochine, l'annexion de la Savoie et de Nice sont très mal perçues en Angleterre. Fidèles à leur perfidie, les Anglais organisent un attentat qui a lieu à Orsini, où l'empereur faillit perdre la vie. Les tensions au plus fort entre la France et l'Angleterre. La guerre est de plus en plus inévitable. L'empereur demanda Persigny d'entamer des négociations avec le cabinet britannique. L'emprunté pour la guerre d'Italie face à l'Autriche et les dépenses dues à la construction de nouvelles lignes de chemin de fer poussèrent l'empereur à vouloir prendre de nouvelles mesures pour libéraliser le commerce. Le conseiller d'État Michel Chevalier prit pour prétexte d'aller présider un congrès international de poids et mesures à Londres pour y rencontrer son ami Richard Cobden, avec lequel il rentra en France et obtint une entrevue avec l'empereur. Entretien durant lequel l'empereur assista à un plaidoyer pour un traité commercial entre les deux nations. L'empereur approuva sans réserve, à condition que le projet se fasse dans le plus grand secret. Du côté français sont présents Chevalier et Rouchet, du côté anglais Cobden et Lord Collet. Pour assurer la discrétion, les 4 hommes se retrouvèrent le soir dans des lieux discrets dans lesquels ils s'y rendèrent déguisés. Alors que l'empereur souhaita une discrétion totale jusqu'à la signature, les Anglais firent fuiter dans le Morning Post du 12 janvier 1860 que la conclusion des négociations était proche. L'information arrivée en France forme de rumeur, Louis-Napoléon Bonaparte décida de faire insérer au Moniteur du 15 janvier une lettre dans laquelle il confirme la substitution du système prohibitif par le droit protecteur n'excédant pas 30% du plafond, la mise en place d'un programme économique pour permettre aux Français d'affronter la concurrence, le fait que chacun des deux contractants fera bénéficier à l'autre des concessions qu'il pourrait accorder à notre pays. Ce traité, valable pour 10 ans, renouvelable. Inattendu, ce traité fit l'effet d'une bombe. En Grande-Bretagne, le Premier ministre, Lord Palmerston, et des membres de son cabinet ont dû s'expliquer et rassurer les lords et les députés que le Parlement anglais ne fut pas dessaisi de ses prérogatives et que la discrétion des négociations était due aux particularités constitutionnelles françaises. Après de longues explications et quelques aménagements, la majorité des Britanniques approuvèrent ce qu'ils nommèrent
le traité Cobden-Chevalier. En France, la colère gronde dans plusieurs bassins industriels. Patrons et ouvriers se mobilisent. Et le 19 janvier, 400 industriels français de Lille, Roubaix, Rouen et Elbeuf prennent le train pour remonter à Paris et demander audience à l'empereur qui refusa. Face à la colère d'une partie du patronat, une autre partie du patronat constituée des viticulteurs, soyeurs lyonnais, armateurs, négociants et banquiers de grandes banques furent satisfaits. L'empereur, qui aurait pu user de ses prérogatives constitutionnelles décida d'y associer le Parlement. Le projet y fut voté par une large majorité. Ainsi Louis-Napoléon Bonaparte, qui quelques années plus tôt avait tenté de mettre en place un projet de libre-échange et qui dut y renoncer, décida cette fois-ci de procéder par voie d'autorité. L'opposition au traité ne désarma pas, malgré la mise en place d'un crédit de 40 millions de francs destiné à des prêts à 5% remboursables en 20 ans pour les industriels désireux de renouveler leur matériel afin de concurrencer les Britanniques. Durant la décennie qui suit la signature du traité, la croissance de l'économie française est inférieure aux décennies précédentes. Les exportations augmentent d'un tiers, mais les importations augmentent de 60%. La réussite escomptée par les industriels français ne réussit pas autant qu'ils l'espérèrent. Les années 1860 connurent un grand nombre de fermetures de fabriques et une hausse constante du chômage. À l'approche du renouvellement du traité, l'empereur lança une grande enquête parlementaire pour voir les effets du traité et voir s'il devait le renouveler ou non. Mais sa chute en 1871 ne permit pas à cette enquête parlementaire d'aboutir. La Troisième République qui se mit en place à la chute de l'empereur Louis-Napoléon Bonaparte revint peu à peu au protectionnisme. On peut dire que ce traité fut une révolution. D'une économie de l'offre, nous sommes passés à une économie de la demande. Ce traité contenait en lui les graines, quelques décennies plus tard, de consommation.